fait. La base de tout e-commerçant, c'est son site. La porte d'entrée, c'est le flux. Je suis arrivé en septembre et qu'il ne faut pas louper Q4. Il ne faut jamais louper Q4 et surtout dans le marché des bijoux. Donc il y avait aussi toute une partie opérationnelle, programmer le Black Friday, programmer Noël. C'est réussir à faire plus de ventes. Dès l'arrivée, le sujet flux de produits, je savais qu'il fallait l'aborder, mais encore une fois, voilà. Comment s'assurer que l'offre elle est bien communiquée au-delà de mon propre site. Une fois que tu as capté l'importance d'optimiser ton flux produit, ok, tu vois les erreurs, ça pop. On a pu diffuser de plus en plus de produits, évidemment de plus en plus de produits. Donc les produits ne sont pas diffusés par nous uniquement, mais par des marques entières. L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeur, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. Il existe un levier de croissance méconnu et sous-estimé par de nombreux e-commerçants. Pourtant, il peut transformer vos performances publicitaires, booster vos ventes et améliorer votre rentabilité. Je parle de l'optimisation du flux produit. Mais comment transformer ce sujet technique en un véritable atout stratégique pour votre entreprise ? Dans cet épisode, on plonge dans la collaboration entre 58 Facettes, une marketplace de bijoux de luxe de seconde main, et Chainable, une plateforme e-commerce d'optimisation de flux produits. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Pierre Labousset, qui est Head of Growth chez 58 Facettes, qui nous partagera ses défis sur l'optimisation de flux produits et les résultats obtenus. Et Arthur Lubrano, qui est expert en flux produits et responsable du développement chez Chainable, qui nous partagera les clés pour réussir son optimisation de flux produits. Et croyez-moi, optimiser votre flux produit peut faire toute la différence. Bonjour Pierre, bonjour Arthur, bienvenue sur le podcast. Bonjour Léa. Très contente de vous recevoir. Ce que je vous propose peut-être pour démarrer, c'est déjà Pierre, si tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle de Head of Growth chez 58 Facettes et nous expliquer aussi le contexte dans lequel tu es arrivé. Tout à fait. Alors, la mission du Head of Growth, c'est relativement simple. Il s'agit de générer de la croissance, c'est-à-dire aller chercher du trafic qualifié, où il se trouve sur la partie gratuite. Là, on pense bien sûr au SEO, au CRM, et également sur la partie payante, sur deux grosses plateformes aujourd'hui. En tout cas, c'est la majorité de notre acquisition, que sont Google et Meta. Encore faut-il pour ce faire avoir des data clean, propres. Donc, c'était pas le cas. Quand je suis arrivé, il a fallu remettre en place tout ce qui était Google Ads, Google Search Console, mais également Google Analytics, finir la migration GA4 quand même, qui a été fait également, personnaliser un petit peu toute cette partie data. Nous sommes une marketplace de bijoux de seconde main. Sur une marketplace, il y a une fonctionnalité qu'on ne connaît pas sur d'autres marchés, qui est la capacité de faire une offre. Et c'est un KPI évidemment très intéressant. Encore faut-il le programmer, le mesurer en volume, en ratio évident coût par offre. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis attaché en premier lieu. Après, c'est la partie traditionnelle, monter des tableaux de bord pour monitorer son activité. Ce qui est évidemment ce qui nous a pris un petit peu de temps. Et aussi, quand même, pour ne pas oublier, parce que je suis arrivé en septembre et qu'il faut pas louper Q4. Il faut jamais louper Q4 et surtout dans le marché des bijoux. Donc, il y avait aussi toute une partie opérationnelle, programmer le Black Friday, programmer Noël. Bref, vous vous doutez que cette arrivée a été un petit peu mouvementée, sportive, mais on s'en est bien sorti. On a réussi un beau coup 4 et avoir une partie data qui était vraiment clean. Et du coup, entre le moment où tu es arrivé et le moment où vous avez commencé à collaborer avec Arthur et Chainable, il s'est passé combien de temps à peu près ? Je sais pas, au moment où je suis arrivé, peut-être 6 mois, okay. à peine 6 mois, parce que le sujet est stratégique. Donc moi, dès l'arrivée, le sujet flux de produits, je savais qu'il fallait l'aborder, mais encore une fois, il y avait des préalables, la préalable data et le préalable opérationnel, évidemment.
prioritaire. Hein. Et également, j'avais aussi un challenge évidemment de renouveler les agences, de les challenger un peu sur égard aux nouveaux défis. Et les flux sont évidemment là-dessus majeurs. Donc voilà, je voulais avoir vraiment un panorama très très clean avant de renouveler, de faire cet appel d'offres. Et puis il a fallu aussi choisir notre gestionnaire de flux. Bon voilà, ça prend un petit peu de temps quand même parce que là aussi il faut pas se tromper. Et je pense qu'avec Channable on s'est pas trompé. Trop cool. Et justement, avant de plonger dans le sujet de l'optimisation des flux produits, qui est un sujet technique et qui à la fois peut très bien parler à certaines personnes et à la fois pas du tout pour d'autres, avant de plonger dans ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on se refasse peut-être une petite définition commune de qu'est-ce que c'est un flux produit, à quoi ça sert, un peu les grandes lignes là-dessus, avant qu'on rentre dans le concret, dans le technique. Je commence ? Ok. Du coup, un flux produit, c'est tout simplement le déploiement d'un catalogue, donc soit de produits du type des bijoux, mais ça peut être de tout secteur confondu sur la partie commerce, mais ça peut aussi être des offres en fait. Hein, donc ça peut être des offres dans des industries comme le voyage ou l'automobile par exemple. Donc c'est le déploiement d'un catalogue entre un site et une plateforme, un levier, une régie, donc ça peut être Google, les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être des marketplaces, de l'affiliation, du retargeting, des comparateurs. Voilà, donc c'est comment en fait on transcrit un catalogue à partir d'un site jusqu'à l'une de ces plateformes. Ouais, je vais peut-être juste ajouter le mot flux est vraiment important. Et c'est vrai que dans le partie catalogue, on a souvent une partie un peu statique. On pense un peu à un truc un peu figé, papier. Non, le flux, c'est évidemment tout sauf ça. C'est des produits qui rentrent, c'est des produits qui sortent. Imaginez, c'est peut-être moins le cas sur un marché de bijoux où les volumes on est plutôt sur de la qualité et des volumes peut-être plus faibles, mais sur un marché retail classique, panier moyen 65 € sur une journée de solde, on va vendre des milliers de produits. Donc voilà, c'est des milliers de produits qui sortent et le rafraîchissement du flux, c'est quelque chose qui est quasi en temps réel. Alors qu'un catalogue, c'est encore une fois quelque chose de figé, de papier. Donc vraiment, cette notion est très très importante. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'optimisation du flux produit, c'est quelque chose de super important pour les e-commerçants et qui fait que vous, notamment chez 58 Facettes, vous avez pris ce sujet-là au sérieux? Le premier défi, c'est le premier de la qualité. Quand on parle de qualité, évidemment, c'est pas la qualité des produits, c'est la qualité des fiches produits. C'est hyper important. Alors, c'est important pour tout e-commerçant, mais plus on monte en gamme, et chez nous, du produit de luxe et du produit de seconde main, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc, voilà, une fiche produit qui n'est pas complète, qui a une information peut-être erronée, aussi petite soit-il, aussi balote soit-elle, c'est pas possible. Donc, il faut que notre catalogue soit le plus clean possible. C'est la première chose qu'un client va voir. S'il a un doute, c'est pas possible. Donc on doit être vraiment très très clair là-dessus. L'autre objectif de qualité, c'est que les plateformes ne laissent rien passer aujourd'hui. Un Google, vous avez une mauvaise taxonomie, un mauvais matching entre leur catégorie et les vôtres. Vous avez une couleur manquante. Ils vous flaguent et soit ils réduisent la diffusion de ce produit, soit carrément ils vont jusqu'à couper le flux. Donc on prend un avertissement d'eux et on est obligé de réagir. Donc vraiment l'enjeu de qualité est super important. Et une petite anecdote, ça nous permet aussi d'être plus clean quand même. Hein. Donc une petite anecdote, une quinzaine de jours là, j'ai repéré une bague de 29 kilos. Bon évidemment ça fait un petit peu beaucoup. On a été très jolis bijoux sur 58 facettes, mais 29 kilos ça fait un petit peu beaucoup. Évidemment c'était des grammes qui s'étaient transformés en kilos. On a avec le flux, corrigé ça très vite, quasi personne s'en aperçoive et voilà. Alors c'est un peu ballot, ça fait un peu sourire comme ça, mais mine de rien, pour une personne qui voit 29 grammes et pas 29 kilos, c'est hyper important et elle va pouvoir investir en toute confiance dans le bijou, ça aurait pas été le cas sinon. C'est dès qu'on va sortir de sa base en fait. La base de tout e-commerçant, c'est son site. Et dès qu'on sort de sa base, la porte d'entrée vers des nouveaux leviers, des nouvelles plateformes sur lesquelles on va faire de la publicité, sur lesquelles on va vendre éventuellement, ça va être la porte d'entrée, c'est le flux. Et donc c'est comment s'assurer que mon offre elle est bien communiquée au-delà de mon propre site. Et comment s'assurer, je pense Pierre soulevait un point qui est hyper important, c'est
dynamiquement que cette offre elle change quand moi je fais des changements sur mon site pour m'assurer qu'en fait il n'y a pas des incohérences entre ce que je communique sur mon site et ce que je communique sur mes annonces publicitaires ou tout autre levier sur lequel je communique. Et tu dirais quel est un peu de manière globale le niveau de maturité des e-commerçants sur ces sujets-là avec vous, ce que vous voyez typiquement chez vos clients? Moi, j'ai le sentiment du coup en tant que consultant de Google Ads que c'est un sujet qui est de plus en plus pris au sérieux sur ces dernières années, notamment avec l'évolution des plateformes publicitaires qui déjà, comme tu le disais, laissaient pas passer grand-chose au démarrage, mais là encore moins. Et du coup, il y a toute cette partie aussi algorithmique qui prend de plus en plus de place. Quelles sont un peu tes observations là-dessus? Je pense que c'est en train de progresser. Pour reprendre l'exemple de ma rencontre avec Pierre, j'ai vite senti que je prêchais un convaincu sur la partie flux produit. Donc, il est venu vers nous en posant la thématique et en disant, nous, on sait que c'est un sujet clé pour notre croissance, pour ce qu'on va vouloir activer sur nos différents leviers. Et donc, c'était plus un sujet de comment on peut les accompagner, quelles sont les spécificités de leur catalogue, ce sur quoi ils vont vouloir travailler pour prendre le contrôle d'un catalogue qui est extrêmement volumineux dans leur cas, de plusieurs dizaines de milliers de produits. Mais bien souvent encore, on rencontre des annonceurs qui sentent que le sujet pose problème, parce que tout simplement, ils voient que ils investissent dans de la publicité, mais ils diffusent pas sur tous leurs produits. Ils vont dans leur plateforme, que ce soit Google, Facebook, et puis ils voient qu'ils ont des annonces qui sont en erreur, et ils posent question de pourquoi ça apparaît et comment je vais venir corriger ça ou comment je vais venir améliorer la qualité de ce que je diffuse. Et donc la thématique remonte petit à petit. Je pense qu'il y a aussi la manière dont évolue l'écosystème. Ça, on en reparlera dans la série thématique, mais ce que l'on voyait avant, c'est que le flux était un sujet hyper important pour Google, mais qu'il le devient de plus en plus pour l'intégralité des plateformes et en particulier aussi les réseaux sociaux. Et donc quand on est un annonceur et qu'on investit sur plusieurs canaux à la fois, quand on retrouve ce sujet-là, à un moment donné, il passe au centre de la table et pour le coup là, on le voit un petit peu aussi sur l'écosystème. Je confirme effectivement le flux, c'était un sujet Google Shopping, très clairement il y a quelques années. Pour dire les choses assez simplement, aujourd'hui c'est un sujet SMA, mais Meta a fait beaucoup pour cette migration. Franchement, c'était pas un sujet le flux sur Meta il y a quelques années. Aujourd'hui, non seulement on a des campagnes produits pures sur lesquelles il faut être évidemment, mais il y a aussi toute l'arrivée des campagnes mixtes, des campagnes classiques, auxquelles on peut ajouter ou non un flux et que Meta active un petit peu par défaut. Là aussi il faut faire attention à avoir les bons réglages, mais c'est ça c'est super important. Et au niveau de la conversion, quand on fait des AB avec ou sans, on voit très clairement qu'il y a des choses qui bougent en termes de performance. Donc je pense que l'arrivée d'un TikTok, on en parle un petit peu avant l'émission, va aussi là aussi changer la donne. Et ça va être aussi là encore un sujet qui on n'a pas fini quoi. Et si on revient aux prémices, j'ai envie de dire, de votre rencontre, est-ce que tu pourrais nous dire, Pierre, quel était un peu l'état des lieux et les défis que vous aviez sur la partie flux produit ? Sur la partie flux produit, on partait d'assez loin. Nous, on travaille avec un Shopify. Donc, au début, le flux, c'était le flux Shopify, le flux brut, qui posait un certain nombre de questions de qualité parce qu'on a une marketplace. Donc, c'est un petit peu compliqué, un petit peu technique. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais on avait des marques qui n'étaient pas les bonnes marques, les marques de bijoux, mais plutôt les marques de vendeurs de bijoux. Donc, il y avait tout un travail à faire de ce côté-là. Le flux en l'état était vraiment pas exploitable. Donc, pour aller vite, on est passé par une étape de transition avec un gestionnaire de flux assez basique, mais qui faisait quand même le job, Symprozis, pour ne pas le citer, mais qui nous a permis, d'attaquer le marché encore une fois très rapidement sur Q4 et d'avoir quelque chose quand même de beaucoup plus clean et mais très très encore une fois très vite. Il a fallu penser à une solution de long terme. Et c'est là qu'à un moment donné, on se dit il faut un gestionnaire de flux entre guillemets sérieux qui va nous permettre de nous accompagner aujourd'hui, mais surtout demain. Et c'est là qu'on s'est tourné vers Chainable. Il y avait d'autres concurrents. Notre choix s'est porté sur eux parce qu'on sait qu'on va aller vraiment loin avec eux. Fallait pas regarder juste demain, mais vraiment après-demain et après-demain.
Ouais. Je pense que quand on s'est rencontré avec Pierre, il y avait tout de suite une volonté de dire, moi je veux prendre le contrôle sur la manière dont je vais diffuser mes informations. Et pour avoir ce niveau de contrôle, il a parlé des différentes étapes par lesquelles ils sont passés. Dans un premier temps, ce qui fonctionne aujourd'hui pour beaucoup d'annonceurs, notamment aussi qui sont sur Shopify, c'est simplement de laisser le site pousser les produits directement sur Google, Facebook, etc. Mais pour le coup, il n'y a pas de contrôle dans la manière dont on va envoyer les informations. Et puis derrière, il avait déjà en tête ce qu'il voulait mettre en place sur une partie d'attributs spécifiques qu'il voulait éventuellement reformater, retravailler sur son offre. La mise en place aussi de sujets comme des étiquettes personnalisées pour aller rapidement créer des groupes de produits sur lesquels eux derrière allaient déployer des campagnes plus spécifiques. Je pense que tu t'en reparleras mieux que moi, mais donc il y avait des idées très claires en tête. Et pour nous, le défi, ça a été simplement de lui dire, écoute, la capacité, on l'a. Le sujet, ça va être comment on t'accompagne sur prendre en main la plateforme et te montrer que ça, on va pouvoir le déployer. Et donc, c'est ce que j'ai lui encouragé à faire dans un premier temps, c'est crée un compte, connecte ton catalogue et je te montre dans l'outil comment on fait pour prendre le contrôle sur cette partie-là et comment tu vas réussir à vite déployer ça. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait au démarrage. Cette partie-là était vraiment très intéressante. On a vraiment bien bossé ensemble. Et effectivement, avant même de signer cette partie un petit peu prise en main de l'outil et la vérification par l'exemple, que effectivement on pouvait exactement faire ce qu'on voulait. Effectivement, moi, m'a définitivement convaincu que c'était la bonne solution. Voilà, après on va reparler de tout ce qu'on a mis en place. C'est pas rien, c'est vraiment c'est un gros boulot, mais voilà, moi j'avais des idées assez avancées sur un certain nombre de fonctionnalités que je voulais. Et, à chaque fois que je l'interrogeais, Arthur, il me disait mais oui, là c'est possible et on va pas faire comme ça et là il faudrait étudier peut-être tel et tel aspect. Donc voilà, moi j'ai été très vite rassuré sur leur capacité à matcher les demandes. Donc pas de souci. Peut-être pour revenir aussi sur les défis, puisque ta question aussi portait sur les défis, une des potentielles problématiques relevées par Pierre, mais que moi j'entends aussi souvent au quotidien sur des annonceurs qui souhaitent potentiellement démarrer sur la plateforme et migrer sur la plateforme, donc parce qu'ils sont déjà chez un outil tiers où ils fonctionnent avec leur propre système et ils se posent la question, mais mes campagnes elles sont déjà en place. Tout est fonctionnel. Maintenant, je veux aller plus loin dans l'exigence que je mets sur ce sujet de l'optimisation de mon flux. Votre outil m'intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que demain ça casse ce que j'ai en place, que mes annonces n'apparaissent plus et que finalement derrière je perde de l'argent sur une certaine période parce que voilà, il y a une période de transition à prendre en compte. Est-ce qu'il va falloir que je fasse une croix sur une certaine partie de mes revenus pendant un certain temps? Et donc il y a aussi eu ces phases d'échange pour lui partager le fait que non, tous ces sujets-là on les anticipe. Côté plateforme, Google, etc., il y a aussi la possibilité de déposer des flux additionnels pour s'assurer que ce qui va être généré par une plateforme comme nous est de qualité et qu'on risque pas justement lors d'une transition d'écraser de l'information ou justement de venir mettre en danger certaines campagnes. Donc il y a eu aussi cette partie-là au début. Non, la transition c'est vraiment très bien passé, pas de souci. Après, quand on relance une campagne, il y a toujours des campagnes repartent un peu en apprentissage, ça on le sait. Donc voilà, on est obligé d'en passer par là. Donc peut-être le petit bémol, le petit conseil, c'est qu'évidemment on ne fait pas ça dans des périodes de grands... Pas le jour du Black Friday. Alors pas le jour du Black Friday, pas à Noël, pas pendant les soldes. On attend des moments un petit peu plus creux, mais très honnêtement, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, les périodes d'apprentissage, c'est vrai qu'elles sont réduites par rapport à ce qu'on a pu connaître. Les algos vont quand même beaucoup plus vite, donc il y a manière d'accélérer ça et de retrouver très vite un niveau de performance tel qu'il était avant. Et après, surtout, ce qui est quand même intéressant, c'est d'aller au-delà, quoi. Et justement, ça m'intéresse qu'on creuse un peu sur toutes les actions que vous avez mises en place, les différents chantiers qu'il y a eu, et peut-être
alors soit on se les prend par ordre chronologique, par ordre de priorité, parce que, et là je trouve que c'est un peu une problématique aussi que tu as, c'est que une fois que tu as capté l'importance d'optimiser ton flux produit, ok, tu vois les erreurs, ça pop. Par où est-ce que tu commences? Quelles sont les grandes étapes par lesquelles il faut passer? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Un peu avoir vos retours d'expérience là-dessus. Alors moi, d'un point de vue stratégique, je dirais, enfin c'est un point de vue, hein, c'est pas forcément une vérité. Je pense qu'il faut viser la qualité. Moi, c'est une règle que je me fixe, c'est une règle vraiment de qualité. Plutôt que la quantité. Mieux vaut ne pas diffuser un produit sur lequel on a des erreurs que de vouloir absolument au forceps mettre son catalogue à disposition. Donc voilà, les premières règles qu'on met en place, c'est des règles de blocage de produits. Si telle condition n'est pas remplie, alors ne diffuse pas. Si telle condition, alors ne diffuse pas. Alors au début, voilà, sur une intégralité, nous on a plus de 50 000 produits en magasin, eh ben il y en a une grosse partie qu'on ne diffuse pas parce qu'elle n'est pas au niveau. Voilà, et on part de ça, et au fur et à mesure, on va mettre en place des règles, soit pour corriger la data, soit pour l'ajouter si elle n'est pas là, et quand on ne peut pas l'ajouter, je prends un exemple simple, une couleur manquante, ce que Google demande, Google veut des couleurs, très bien, elle n'est pas présente sur la fiche produit, on peut la créer. Si émeraude, alors vert, si saphir, alors rouge, etc. On peut voilà, enrichir les fiches produits comme ça, et donc du coup avoir des couleurs et avoir des produits qui passent. Voilà, donc on ne débloque plus. Voilà, ça y est, on a débloqué des produits qui passent dans le flux. Il y a des choses qu'on peut pas inventer, un prix manquant ou une description manquante. Bon bah voilà, on va pas aller inventer quoi que ce soit. Donc là pour le coup, on ne fait rien, on ne met pas en place de règles. Par contre, on voit avec son service produit, dites donc pourquoi il y a pas de description sur ce produit-là. Et voilà, donc il y a aussi tout un travail aussi qu'on va faire en interne et avec ses fournisseurs évidemment d'informations pour avoir une meilleure qualité à la source, et puis pour avoir des guidelines qui au fur et à mesure sont de plus en plus exigeants, des points d'attention sur la qualité des fiches, et voilà, donc ce boulot-là commun a fait que rapidement on a pu diffuser de plus en plus de produits, évidemment de plus en plus de produits de bonne qualité, dont les fiches produits étaient de bonne qualité. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment la première step. Et quand on arrive à diffuser un maximum de produits, c'est qu'on est bon, c'est qu'on a fait le job de corriger ou d'enrichir à la source les fiches produits. Je pense que Pierre soulève un très bon point, c'est qu'il y a un écueil dans lequel beaucoup d'annonceurs avec lesquels on échange rentre aussi, c'est le fait que toutes mes annonces elles diffusent sur la plateforme. Le fait qu'elles diffusent ne veulent pas dire qu'elles sont de bonne qualité. Des fois, il vaut mieux avoir la moitié de son catalogue qui est en erreur, comme ça tu sais qu'il y a un problème dans la manière dont tu envoies les infos, et au moins c'est très clair, il faut travailler sur le flux, sur le catalogue, plutôt que d'avoir des annonces qui diffusent avec ce que moi j'appelle le minimum syndical de la fiche produit, donc là, le titre, une description et un prix, un stock qui fonctionne, tu vois. Et en fait, il y a encore beaucoup derrière de média buyers qui voient apparaître l'annonce et qui se disent bon bah c'est bon, ça remonte bien, je peux derrière déployer mes campagnes, je peux envoyer du budget, etc. Mais en fait, tu vois que ça pénalise aussi grandement le succès de tes campagnes si t'as pas optimisé au maximum ta fiche. C'est un point qu'on soulève souvent, mais il y a deux utilisateurs finaux de la fiche produit. C'est d'un côté la personne qui va potentiellement acheter le produit, qui va voir l'annonce, et là en effet il verra un nombre limité d'attributs sur la fiche produit, mais il y a aussi la plateforme, et la plateforme c'est comme ça qu'elle se nourrit, et c'est comme ça que derrière elle diffuse dans tes campagnes, etc. Donc tous ces éléments que mentionne Pierre, la couleur, les détails, les dimensions des matériaux utilisés pour leurs produits, qu'un annonceur sur du shopping, un utilisateur de Google Shopping ne verra pas forcément, c'est quand même fondamental quand on voit des fiches produits dans un secteur, une verticale comme celui de 58 facettes. Et Google Meta pareil, attache une grande importance aussi à la qualité des flux, c'est comme leur business qui est en jeu également. Donc effectivement cette partie satisfaction plateforme est super importante parce qu'ils vont vous créditer, vous diffuser plus largement, et puis vous mettre en place des fiches gratuites par exemple sur Google. Donc quelque part il y a un remerciement en annonce non trébuchante sur la qualité du flux. Bon, on prend quoi.
forcément. Et un sujet aussi que je voulais aborder avec vous qui est basique, mais qui l'est pas forcément pour tout le monde, c'est cette partie segmentation du catalogue, parce que il y a aussi cet enjeu de dire, par défaut, je diffuse sur tous mes produits, mais est-ce que aussi c'est vraiment stratégique ? Est-ce qu'on n'a pas des best-sellers sur lesquels on veut plus diffuser ? À l'inverse, est-ce qu'on a des produits sur lesquels ça vaut le coup de se positionner en payant ? Quels sont un petit peu vos retours là-dessus ? C'est hyper important la segmentation, ne serait-ce que pour prendre un basique économique. Quand on a des produits peu chers et ou sur lesquels on fait peu de marge, quel intérêt de les promouvoir ? C'est une perte d'argent, très clair, quoi. Donc à un moment donné, en tant que marketeur, faut quand même se poser la question, sur quoi j'annonce, quoi. Est-ce que c'est vraiment rentable ? Voilà, donc nous on a défini des niveaux de prix, des niveaux de marge sur lesquels on ne promeut pas les produits. Okay. Donc voilà, volontairement on ne va promouvoir qu'une partie de notre catalogue. Après, si les gens arrivent sur le site et achètent ces produits, fine, pas de problème. De là à les pousser ces produits-là dans des flux, non. Quoi. Donc ça, c'est la première partie, et je dirais que ça, c'est une réflexion très Google Shopping. Après, ce qu'on voit un petit peu moins, c'est qu'aujourd'hui, et je pense notamment à Meta, mais pas que, encore une fois, faut pas voir le flux comme forcément une annonce en soi. On a vraiment des annonces qui vont être mixtes aujourd'hui, qui vont à la fois promouvoir, par exemple, nous on a des campagnes quartier, on a des campagnes bagues, etc., voire des campagnes bagues quartier, très bien, donc qui sont des campagnes entre guillemets à l'ancienne. On a vraiment un message qui est centré sur un type de produit, et aujourd'hui on peut enrichir ces annonces de flux produits qui viennent en complément de cette annonce. Et là, s'il s'agit de bagues quartier, on va pas mettre en flux produit du bracelet Hermès, ça n'a aucun sens. Donc il faut avoir des segmentations par marque, des segmentations par type de produit, des segmentations parfois beaucoup plus fines, où on va descendre carrément sur la gamme de l'Alhambra, du Trinity, des choses comme ça, pour, ce niveau de granularité, il est hyper important, et si on veut le faire de manière un petit peu industrielle, bien en flux, ça veut dire autant de tags, autant de choses comme ça, autant de labels produits qu'on va essayer de remonter pour pouvoir à un moment donné pousser un certain type de produit sur une certaine annonce. Donc cet enjeu de segmentation est vraiment crucial. Ouais, c'est le label, il faut garder en tête que c'est ce qui permet de contrôler les sous-ensembles dans un catalogue. Alors c'est soit des sous-ensembles en fonction de la typologie de produit comme mentionné Pierre, mais c'est aussi en fonction des objectifs business de l'annonceur. Donc il parlait pour eux le sujet des marges qui est aussi fondamental, le sujet des niveaux de prix puisqu'ils diffusent sur des produits qui ont des prix qui vont varier énormément. Mais pour d'autres annonceurs, ça sera des niveaux de stock, ça va être des choses comme la saisonnalité. Donc voilà, il faut trouver un petit peu quels sont les critères pour chaque annonceur qui est important dans la manière dont il va diffuser et cibler son budget. Et les labels sont là pour justement venir prendre le contrôle de je vais éviter d'envoyer partout, mais je vais bien cibler justement dans mon catalogue ce sur quoi je vais vouloir déployer mon budget publicitaire. Tout à fait, et tout ceci peut bouger, il y a des enjeux business qui peuvent bouger, bon ça évidemment on le sait tous, quand on est marketeur, on a des patrons, et à un moment donné, l'enjeu, nous, c'était là de faire de la GMV, j'étais là pour ça, c'est de la croissance, c'est de générer de la GMV, peut-être 2025, évidemment on commence à avoir une idée, et il y aura toujours évidemment de la croissance de GMV, mais peut-être qu'on va introduire une touche de marge. En plus. Donc là, pour l'instant, on s'en sert assez peu de ces niveaux de marge qu'on a mis en place. La data est là. On l'a pas complètement activée ou de manière très très parcellaire. Peut-être en 2025, à un moment donné, on va faire le choix de dire ok, stop. On va beaucoup plus diffuser sur les produits à haute marge parce que on va vouloir accélérer là-dessus. Alors ça veut dire peut-être un peu moins de GMV, mais peut-être un peu plus de marge. Donc là aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Ils sont pas activés, en tout cas pas activés pleinement, mais on peut. Est-ce que tu pourrais juste détailler GMV, s'il te plaît ? Alors la GMV, c'est l'ensemble de la valeur produite par nos ventes, sachant que nous sommes une marketplace et que donc les produits ne sont pas diffusés par nous uniquement, mais par des marques entières. Donc la GMV, c'est vraiment l'ensemble de la valeur générée.
Ok, beaucoup plus clair. Et on parlait justement de se dire sur quel produit je vais diffuser ou non, quels sont les bons critères que je dois sélectionner pour savoir si je diffuse ou non sur mon produit. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples peut-être d'un point de vue très opérationnel, comment ça se passe, quels sont les types de règles qu'on peut mettre en place et les optimisations qu'on peut faire sur son flux produit? Pour parler d'un élément qu'on a aussi travaillé sur le cas de 58 facettes, c'est le sujet aussi du titre des annonces. Dans leur cas, donc ils regroupent en fait des offres venant de plusieurs marchands tiers, et donc il y a un premier sujet, c'est homogénéiser la structure des attributs comme le titre. Donc on les récupère évidemment depuis le site de 58 facettes, et derrière quelle structure je vais adopter pour mes annonces sur Google par exemple, si on prend l'exemple de Google, en sachant que Google me laisse une certaine place qui est de 150 caractères. Comment j'exploite ce potentiel et quelle structure je vais mettre en place pour voir un petit peu ce qui fonctionne un peu moins, en sachant que le message qu'on essaye de partager aussi, c'est que s'il y a cette place-là, c'est aussi pour faire remonter des éléments qui vont être des termes de recherche d'utilisateurs. Donc pour eux, ça sera le nom des maisons, de leurs bijoux, ça sera éventuellement les couleurs des bijoux, ce sera éventuellement les matériaux utilisés. Peut-être que tu peux partager. Non, aussi. mais tout à fait. Et quand on a comme nous, aujourd'hui, on est 400 marchands européens, forcément, même si on a des guidelines très très précis, là encore, forcément, on a une hétérogénéité des titres que nous, on a voulu combler, enfin en tout cas corriger. On a aujourd'hui des attributs comme l'explique Arthur de noms de maisons de joaillerie, évidemment de catégories de produits, etc., de matières, de couleurs. Donc effectivement, on peut dynamiquement, avec des règles assez précises, un espace tiré, etc., de retrouver une certaine homogénéité des titres sans parfois gommer complètement ce que vont mettre les marchands. On va plutôt compléter que remplacer, mais on fait des tests permanents et pour voir effectivement ce qui marche le mieux. Est-ce qu'on met la catégorie plus la maison plus la catégorie, voilà, et on fait des A/B tests assez réguliers pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et le but, c'est de le faire, pour compléter à l'échelle, puisque c'est ça un peu le sujet sur un catalogue de 50 000 et quelques références. C'est, on veut pas le faire manuellement, on veut réussir à, toujours pareil, dans une logique de ce que nous on appelle donc les règles, aller saisir toute une partie du catalogue, voire l'intégralité du catalogue, et retravailler ces titres à partir d'éléments qu'on trouve dans la fiche produit, donc comme la maison, la catégorie de produit, etc. Et nous, on a aussi un enjeu, encore une fois, nous sommes une marketplace de bijoux de seconde main. C'est pas rien, et on a un enjeu de faire savoir, ce qui est vraiment un marqueur très fort chez nous, que tous les bijoux qui passent chez nous sont certifiés, authentifiés et certifiés. Donc voilà, ça c'est des messages qu'on peut aussi faire passer dans les annonces systématiquement, de dire que ces bijoux de luxe sont certifiés. Voilà, pour quelqu'un qui va investir un panier moyen de 1 000 € chez nous quand même, c'est quand même super important de savoir qu'on a cette garantie-là, donc on l'a fait savoir en titre. Effectivement, cette réassurance est obligatoire. Et tu parlais justement, Arthur, de passer à l'échelle et du coup de cette importance de mettre en place des règles et d'automatiser pour pas avoir ce truc de je fais à la mano, mais du coup le passage à l'échelle est loupé. Justement, un sujet, je sais, qui a été important pour vous, c'est l'international, du coup que vous avez initié et là dans lequel vous êtes pleinement. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour d'expérience aussi là-dessus sur ok, mon flux produit est bien rodé en France, maintenant j'attaque d'autres pays. Concrètement, comment ça se passe? Alors, ça se passe bien d'abord. Non, on découvre toujours des nouveaux challenges quand on avance des nouveaux marchés. Il se trouve que 58 facettes est un site français. On en est assez fiers d'ailleurs, qui est en FR. Et quand on a lancé l'international cette année, au printemps de cette année, on a fait le choix d'URL en .com/langue. Ouais. Voilà, tout simplement. Sauf que le site originel est en FR, et là, on passe en .com. Sur Facebook, pas de problème, ça passe très très bien. Voilà, il y a un critère de langue, un override pour les spécialistes qu'il faut renseigner, mais ça se passe très bien. Sur Google, pas du tout. Donc le Merchant Center me dit, mais non, je ne comprends pas. Ça passe pas. Vos produits sont très très bien, voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la bonne URL, c'est pas le bon domaine. Donc là, il va falloir migrer sur un domaine .com, et voilà, faire une migration tout simplement.
Voilà, c'est des petites choses qu'on découvre, qu'on n'avait pas anticipé, on aurait pu peut-être, mais là non, voilà, mais c'est pas grave, hein, enfin, encore une fois, on va le faire. Et je pense qu'il y a sur ce sujet-là, donc il y a eu une volonté côté 58 facettes de récupérer aussi ce qui avait déjà bien marché sur un marché comme la France, sur les nouveaux marchés qu'ils ont pu ouvrir cette année. Et donc il y avait aussi ces questions de savoir comment je déploie ça sur des campagnes dans d'autres pays, quel impact ça va avoir sur mes flux, sur mes annonces, en sachant que eux en amont on fait tout ce travail de traduction évidemment sur leur site de leurs annonces. Nous, comment on récupère ce catalogue traduit dans la plateforme, et derrière on va en fait répéter l'opération de la diffusion des flux dans la langue traduite sur les bons marchés cibles sur lesquels eux derrière vont déployer les budgets publicitaires. Donc ça c'est des opérations qu'on a aussi coordonnées avec leur agence JV Web sur cette diffusion des flux dans les langues traduites. Pour vous donner peut-être des petites échelles, quand on a lancé la France, forcément, encore une fois, toutes ces règles qu'on a montées, ça c'est pas fait en un jour, hein. On parle de plusieurs semaines de travail. Quand on a lancé l'Italie, on parlait de plusieurs jours de travail. Quand j'ai lancé l'Allemagne, on parle d'heures de travail. Okay. Voilà, pour donner un petit peu des... Et les guidelines côté plateforme, en fait, côté Google, pour les marchés européens, c'est très très similaire d'un marché à l'autre. Google le traite un peu de la même manière, donc en tout cas au niveau de ce que nous on gère, la partie flux, attributs qu'on peut envoyer sur les produits. Donc en fait, toutes ces règles d'optimisation qui étaient valides pour ce que Pierre et ses équipes avaient mis en place sur la France, on a pu nous le récupérer facilement, donc copier-coller finalement ce qui avait été fait, et puis l'adapter un petit peu au marché en question pour que derrière ils puissent retrouver les mêmes optimisations sur ces flux traduits. Un petit bémol peut-être mais ça ils sont pas complètement automatisés, sur la taxonomie Google. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire un peu à la mano. Alors quand on le fait sur un flux français, on parle français, ça va, hein. Sur un flux anglais, on se débrouille. Quand on est sur des langues allemandes ou plus exotiques, parfois effectivement on transpire un petit peu pour avoir la bonne taxonomie. Là il pourrait aussi peut-être nous aider un petit peu Google là-dessus en disant ce qui est valable peut-être sur un pays devrait être valable sur les autres. Donc là on transpire un petit peu après pour avoir les bonnes règles d'équivalence, mais blague à part ça, le reste est assez classique. Effectivement, on est plus dans une reproduction de ce qui fonctionne que de l'invention, etc. Alors après, attention, quand on lance l'Inter, autant avoir un marché cible de départ bien foutu, parce qu'après on décline. Alors si on fait pas ça, si on déploie d'un coup partout, c'est-à-dire que toutes les optis qu'on va faire sur un marché, il va falloir les reproduire sur tous les autres. Ouais. Et là on paume du temps, vraiment du temps. Donc moi, si j'ai un petit conseil, c'est soyez un petit peu peut-être patient de vraiment d'avancer sur un marché et d'arriver à un niveau de qualité vraiment très très haut pour décliner en termes de rentabilité, de temps versus performance. On est quand même très très gagnant, plutôt que de vouloir tout lancer d'un coup et de reproduire 10 fois les optis, c'est épuisant. Et il y a aussi ce sujet de pourquoi on homogénéise la manière dont on déploie, c'est pour derrière pouvoir tirer les bonnes leçons de ce qui marche et ce qui marche pas. Si ça part dans tous les sens, derrière pour un annonceur c'est très difficile d'identifier mais qu'est-ce qui a en fait bien marché, qu'est-ce qui a pas marché. Alors que si on est assez conservateur comme ils ont pu l'être sur quelque chose d'assez progressif, on peut voir derrière les comportements de ce qui fonctionne bien et ce que derrière je vais pouvoir scaler, donc monter à l'échelle pour un marché, puis deux, etc. Et le dernier point peut-être, 58 facettes existe depuis 2020, donc en France il y a tout un boulot qui a été fait de branding, de noto, qui évidemment paye lorsqu'on déploie des produits. Sur l'Inter, on a encore ce déficit-là, donc là encore, si on veut aller un petit peu plus vite que la musique, on n'a pas les bons arguments. Non, il faut être particulièrement clean parce que justement il y a ce déficit de branding et que si on veut très vite,
vite, aller vers une confiance, une connaissance client et une confiance des clients. Il faut être absolument irréprochable en matière de diffusion de son flux produit. Enfin, pour moi, c'est vraiment essentiel de faire les choses dans cet ordre-là et de vraiment viser une très très grande qualité, surtout sur des marchés où on est peu connu. Et ce qu'on voit aussi côté plateforme, c'est qu'il y a toujours cette ambivalence entre un petit peu uniformiser la partie optimisation, mais en même temps garder le contrôle marché par marché. C'est une des annonces qu'a fait aussi Google dans ce qui a changé un petit peu dans la partie Merchant Center. C'est aujourd'hui de pouvoir mieux cibler tel ou tel marché, d'envoyer des flux différenciés par marché pour justement envoyer des choses qui s'adaptent potentiellement sur un marché mais pas sur un autre. Donc pour avoir ce niveau de contrôle, là où au début il y avait ce sujet de l'API, on envoie tout et puis après Google fait sa sauce sur les différents marchés qu'on va viser, c'est justement revenir à un niveau de contrôle qui peut être différencié d'un marché à l'autre si un marchand comme 58 facettes veut avoir une stratégie un petit peu différente de l'un à l'autre. Je pense qu'on va y aller. On n'en est pas là, honnêtement, mais on commence à avoir des signaux. C'est normal que en Italie, en Allemagne, les marques qui sont les plus populaires ne sont pas forcément les mêmes qu'en France, que sur un marché asiatique, alors on va peut-être être plus bijoux signés que bijoux vintage, etc. Donc à un moment donné, pour prendre un exemple simple, un label top produit par exemple, on va mettre dedans des choses très différentes selon les marchés. Voilà, mais c'est quelque chose là aussi qu'on a en potentiel, qu'on n'a pas forcément encore activé, mais qu'on pourra activer au fur et à mesure du déploiement international. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà anticipé pour adapter effectivement notre diffusion aux différents marchés à ces spécificités. Et pour clôturer l'épisode, j'aimerais bien qu'on parle chiffres et résultats pour que ce soit très concret pour nos auditeurs, parce que là, je pense qu'on a fait un très bon tour d'horizon sur tout ce qu'on peut mettre en place, les différents chantiers, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Mais concrètement, derrière, quels résultats on peut attendre, à la fois sur la partie flux, mais aussi les impacts qu'on peut avoir derrière sur le business, parce que, in fine, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est réussir à faire plus de ventes. Évidemment. Alors, je vais pas vous assommer de chiffres parce que c'est, voilà, bon, on est marqué 2, mais quand même, voilà, on veut pas ennuyer les gens, mais pour parler déjà du score de qualité des flux. Voilà, quand on plug un flux au départ, voilà, Shanable, mais d'autres gestionnaires de flux vous donnent un score de qualité. Voilà, c'est un indice sur 100 chez vous, je dis pas de bêtises. Voilà, on est parti plus ou moins à 45-50. Aujourd'hui, on a 90. En gros, on a fait x2. Donc, c'est bien. En 6 mois, on est assez content. Et la traduction de ça, c'est qu'en termes d'annonces, j'ai quand même regardé un petit peu plus précisément les chiffres. Alors, il y a évidemment la partie payante qu'on regarde. On est à 80% de diffusion supplémentaire. Donc, ça, c'est quand même super, super important. Et ce qu'on regarde souvent un petit peu moins, c'est les fiches gratuites. Et là, c'est 150%. Ok. Donc, bon, pour moi, le résultat, il a été assez rapide, mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter peut-être au premier résultat. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus significatif, parce que dès qu'on met un plug à un gestionnaire de flux, tout de suite, on voit des petits plus, mais qui sont des petits plus. Nous, on vise un gros plus, on a un gros plus. Et ce qui fait que du coup là, en termes de diffusion et de visibilité, sur vos différentes annonces, mais que ce soit, je dis annonces, mais que ce soit en payant ou finalement en gratuit aussi sur les fiches gratuites Google Shopping, là on voit que vous avez fait un énorme boom, mais du coup j'imagine que derrière, toi, ça a un impact aussi sur le business et sur la gestion de tes budgets marketing, dans le sens où là vous êtes aussi en pleine accélération. J'imagine qu'une fois que ta base est très bonne et que là tu sais que tu as poussé ta rentabilité au maximum, tu es beaucoup plus serein derrière pour augmenter ton budget marketing. Alors oui, mais alors attention, la diffusion n'est pas la rentabilité. Faut bien différencier les deux choses, mais c'est la base. Si on n'est pas diffusé, bon, il se passe rien, quoi. Donc là maintenant, on est bien diffusé, on est diffusé, je pense, peut-être encore ici et là des petites marges de progression, mais on a quand même fait l'essentiel du chemin. Il va falloir continuer à le faire sur l'international, bien sûr, mais on est très bien diffusé. Après, justement, on a cette équation-là, elle est derrière nous, et on va regarder la rentabilité. C'est là que c'est important. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui génère du clic mais pas de vente. Donc là, on peut vraiment faire un vrai boulot de marketeur en se disant voilà, on est diffusé, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui
qui fonctionne, qu'est-ce qui est de l'ordre du clic de tourisme et du clic de l'intention d'achat, c'est quand même super important et voilà, et on peut vraiment travailler là-dessus et là encore affiner qu'est-ce qu'on va pousser en particulier, un peu moins. On a un enjeu de branding aussi. Il y a certains flux produits aujourd'hui, au Target ROAS, très clairement, je vais pas employer des termes trop techniques, mais on dit aux algorithmes, va me chercher un niveau de rentabilité. En gros, voilà ce qu'est le Target ROAS. Sur certaines campagnes, sur des produits à très haute valeur ajoutée, on a plus un objectif d'affichage parce qu'on veut se faire connaître sur ce marché-là, on veut être légitime sur des produits de luxe. Donc voilà, on peut, encore une fois, quand on a une belle diffusion produit, on peut commencer à faire un vrai boulot de marketeur très quali, quoi. Et pour terminer, est-ce que vous auriez 3 conseils à partager à nos auditeurs qui veulent optimiser leur flux produit ? Tu commences ? Allez, j'y vais. Alors, 3. Le premier, c'est de considérer qu'il s'agit d'un projet de long terme à prendre dans sa globalité. On fait pas un one shot, on fait pas 3 règles en passe et puis on passe à autre chose. Non, c'est vraiment un projet qui est qui est long et qu'il faut prendre encore une fois sur la longueur. Se doter d'un gestionnaire de flux, ça c'est super important, et d'un accompagnement rompu à cette fonctionnalité. Encore une fois, il y a des très bonnes agences. Bon, aujourd'hui, je pense que les agences sont pas mal avancées sur la gestion des flux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Autant aller vers celle-là. Et là encore, je le disais, vraiment dans une stratégie de déploiement, de viser vraiment la qualité sur la quantité. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est parce que on va limiter la diffusion de son catalogue à ce qui mérite de l'être et progressivement, avec des règles, monter cette proportion de produits, qu'on va avoir des bons résultats. Encore une fois, si on fait de la quantité, on va diffuser des mauvais produits mal qualifiés, etc., et générer beaucoup de bruit, qui va non seulement économiquement pas être rentable, mais surtout brouiller aussi les analyses, ce qui fait qu'on peut avancer finalement beaucoup moins vite. Voilà mes 3 conseils. Ouais. Je pense que si sur cet épisode on a réussi à partager le message que ce sujet du flux ça intervenait déjà en amont des campagnes diffusées, que derrière pour des acteurs comme 58 facettes, il y a une volonté moyen long terme de scaler à la fois sur différents leviers, différents marchés. Si on prend ce sujet assez tôt et que on fait ce travail d'optimisation, derrière ces bonnes pratiques mises en place, elles permettent d'aller plus vite dans le déploiement et de cette stratégie-là. Et derrière, ça a un impact, comme tu l'as dit, t'as pu le chiffrer, direct sur la partie diffusion et derrière performance de votre côté. Complètement. Peut-être pour compléter, dans le fait d'aller plus vite ou de s'adapter, demain TikTok ou sa marketplace, est-ce qu'on va sur Pinterest ou pas ? On a les outils pour ça. Est-ce qu'on va y aller ou pas ? Ça, c'est notre décision business. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui. Est-ce qu'on peut le faire vite ? Je pense. Génial. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous nous avez partagé. Super retour d'expérience sur comment optimiser son flux produit, les différentes étapes et concrètement, qu'est-ce que ça génère derrière. Merci Léa. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire directement sous la vidéo. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, laissez 5 étoiles au podcast. C'est ce qui m'aide à faire découvrir le podcast à un maximum de marketeurs. Merci à tous et je vous dis à très vite.